Les Instigateurs, podcast numéro 68. Aujourd'hui, on vous parle de comment rater sa structure d'entreprise. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Wu-Tang Forever, baby. Beau petit kick-off qui donne une belle petite vibe relax. On fera éventuellement peut-être un switch de l'image sonore pour de quoi de plus relax, de plus chill. J'essaie de te easer in à la soundboard. Ouais, sauf que là, faut pas faire de l'appropriation de tes autres projets non plus, là. Mais non. Dude, tout est un tout. Tout est un... C'est comme... I can't change who I am. Mais ouais, c'est ça. Non, on est parce que c'est ça, le Done by Noon podcast en anglais. Mon co-host Lopez, c'est un maniaque de hip-hop des années 90 là. Puis on jouait avec des sons de soundboard. Puis on a trouvé une espèce de soundboard online avec des plein de sons, tu sais, comme en tout cas de hip-hop. On a Jigga Man, on a Jay-Z aussi. I'm focused, man. On a trouvé plein de sons de Jay-Z. J'ai trouvé Kawhi Leonard aussi, quand il jouait à Toronto, le awkward laugh interview. Le gars était juste high as a kite, là. Je sais pas ce qu'il y avait avec lui, c'était fucking drôle. Oh, man. Puis là, j'ai un petit sound clip de Wu-Tang. J'aimerais avoir une huge soundboard, par exemple. Honnêtement, là, comme, tu sais, on est avec Zencastr, on a juste quelques soundbites qu'on peut mettre, là, puis il faut toujours garder de la place pour... Ric Flair! Donc, vu qu'il prend de la place, c'est ça, je suis limité. C'est une excellente chose qu'on ait à place limitée, parce que déjà, t'abuses. Est-ce que tu veux dire que j'abuserais du piton? Ah, ben, t'es trigger happy, qu'on appelle... J'adore ça, je trouve ça tellement drôle, les soundboards. Oh my God. J'ai une passion pour comme j'aime les soundboards, mais tu sais, pour ceux qui me connaissent online, surtout sur Facebook, je suis un fan fini des GIFs. J'utilise ça je suis fluent dans le GIF. J'ai des full conversations en GIF avec des gens. Et puis je trouve ça hilarant. J'adore ça. Parce qu'avec un GIF, tu peux amener une émotion. Tu peux vraiment, sans rien dire ou typer, tu peux vraiment montrer ce que tu penses. C'est fantastique. Oui, il y a... Tu sais, mettons, le sarcasme, l'ironie, il y a des choses que c'est comme c'est plus dur à faire passer en texte un petit peu, surtout quand tu veux être plus court et plein d'impact, là. Fait que... c'est ça. Il n'y a pas un texte, mettons, qui peut facilement m'aider à supporter mon mépris de quelque chose qu'un meme ou un gif, là. On devrait faire une série de... Nope. OK. Tu dis GIF ou tu dis GIF? Moi aussi, je dis tout le temps GIF. Je sais pas pourquoi je t'ai dit GIF, parce que je dis tout le temps GIF, mais le vrai terme, c'est GIF. OK? Mais je trouve que GIF, c'est mieux. Non, je me casse pas la tête, moi. GIF. OK, on ramène ça à GIF. Mais le GIF, ça me fait penser à au spread. Peanut butter, hein? Mm-hmm. Le spread de guimauve qui... Ah, c'est-tu du guimauve ou c'est du peanut butter, le GIF? Ben, t'as les deux. Il y a les deux. À la base, le GIF, c'était le spread de guimauve. Maintenant, ils font du beurre de peanut aussi, là. Mais moi, c'est marqué. Pour vrai, leur beurre de peanut, il est vraiment très bon, là. Mais... c'est le fluff. Le GIF, c'est la... Attends, c'est-tu le fluff de la marque GIF ou c'est quoi? Ben, c'est ça. À la base, c'était ce que t'appelles le fluff, là. L'espèce de spread qui goûte la guimauve, mais pas de texture, là. Mm-hmm. Puis ils se sont rendus compte que, Chris, le monde n'aime pas ça, finalement. Fait que... Ben ça, c'est très controversial, le fluff. On dirait que le monde, c'est soit you hate it or love it. Il n'y a pas de...
sais, les gens ont une opinion très tranchée sur le fluff. C'est parfait. C'est d'un point de vue business, c'est wise, c'était polarisant. Fait que ça force les gens à prendre position. C'est exact. Tu sais, le GIF, c'est pas mal tout. Il n'y a pas grand monde, à moins que t'es allergique, mais qui aime pas le beurre de peanut, tu sais. Mais le fluff, c'est controversial. Watch out, là. Oh. Cool, man. On va parler de structure d'entreprise. Aujourd'hui, comment rater ta structure d'entreprise. Puis je pense qu'on a ça qu'on jasait tout à l'heure. Puis tu me disais que tu avais une couple de consultations ou d'appels que tu avais eu avec des personnes. Puis tu te rends compte que shit, ils ont raté leur structure d'entreprise. Donc peut-être qu'aujourd'hui, l'épisode sera de ne pas vous faire rater votre structure d'entreprise ou quelles sont peut-être les choses à regarder avant de monter votre structure. Oui, ben c'est ça, tu sais, autant avec le monde qu'on suit dans nos cellules de mentorat que en effet dernièrement, puis je sais que ça a toujours été un problème, puis c'est souvent un des éléments avec lesquels on va commencer lors d'un mandat. Mais dernièrement, les gens m'arrivent avec des questions de je comprends même pas que c'est une question de comment, mais je pensais pas que j'avais le droit de faire ça, je pensais pas que ça se faisait, j'étais comme the fuck. C'est ça le but d'être en business, faire ce que tu veux. Il est où le livre qui dicte qu'est-ce que tu as le droit ou ne pas le droit de faire? Fait que de là, j'étais comme, bon, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une incompréhension de ce qu'est une structure d'entreprise et à quoi ça sert. Fait qu'on va revenir back to basics. Vraiment important de comme regarder parce qu'au même titre, tu sais, l'angle est facile. Bâtirais-tu vraiment ta maison sans plan, sans architecte? Ben non. C'est la même affaire avec ta business. Avant de commencer à bâtir des affaires, il faut que tu aies une compréhension de qu'est-ce qui est à bâtir, de comment, quels sont les outils, quelles sont les ressources que j'ai besoin pour que tout ça tienne en place. C'est ça. Qu'est-ce que tu as vu vraiment qui était je te dirais, le problème numéro 1 le problème structurel numéro 1 que tu as vu dernièrement? Beaucoup de build it as you go. Donc, les business très réactifs de juste, on sait pas ce qu'on a besoin jusqu'à temps qu'on en ait besoin. Fait que de là, ça fait que justement, la business se dessine au fur et à mesure qu'elle est sujette à des opportunités, ce qui nous amène à investir du temps dans des choses qui n'ont pas besoin, qui sont pas cohérentes avec ce qu'on vise à faire à long terme. Puis sinon, je te dirais, premier élément, moi, que je trouve qui est très récurrent, c'est on vit trop dans le présent. En même temps, je comprends, pour la majorité des gens qui ont un problème ou qui n'ont pas de structure, ben, le problème, c'est pas qu'ils sont réactifs. Le problème, c'est justement la réactivité, c'est la résultante du manque de structure, à la limite. Ouais, Donc, exact. de là, c'est de regarder, bon, mais vraiment prendre un temps d'arrêt, puis bon, mais arrêter de vivre dans le présent. Premièrement, oui, tu peux dire, OK, bon, mais souvent, mettons le monde que je vais confronter là-dessus, c'est comme, bon, OK, parfait, je me rends compte qu'en effet, j'ai pas de structure, je vais faire ma structure présentement, puis ça va être réglé. Je suis comme, non, si c'est ça ta façon de réfléchir, si c'est ça ton réflexe, ben, tu viens encore d'échouer. Parce que la réalité, c'est qu'il le but en business, si tu veux avoir du succès, si tu veux perdurer dans le temps, il faut que tu sois capable de vivre dans le futur. Moi, c'est même que je le verbalise. Donc oui, présentement, tu as besoin de comprendre comment ta structure fonctionne. Puis juste à faire cet exercice-là dans le présent, dans l'immédiat, les gens vont se rendre compte que, OK, il y a bien des affaires qui font pas de sens. Non seulement ils font pas de sens, j'ai aucune documentation sur comment faire les choses qui font pas de sens que je suis obligé de faire présentement. Puis après ça, ben, ça va les confronter à OK, mais si je fais tout ça présentement, puis je me rends compte que sur peut-être bien 4-5 branches de ma structure, il y en a la moitié qui sont complètement inutiles et incohérentes avec où est-ce que je veux aller. Donc là, il faut les amener à faire le constat, ben, on n'a pas le choix de faire la structure actuelle pour mieux prévoir c'est quoi les besoins de ton entreprise, puis de voir quelle est la vraie structure opérationnelle, décisionnelle que tu as besoin à venir. La structure souhaitée. Théoriquement, tu es supposé toujours vouloir que ta business soit en croissance. Donc, tu es capable de voir, OK, si les efforts et les projets que j'ai en cours fonctionnent, ma business passe du point A au point B. Ce point B-là, c'est quoi les besoins pour soutenir ça? Est-ce que je peux me permettre de garder la même structure? Est-ce que je dois revoir puis anticiper? Est-ce que, bon, mais justement, j'ai besoin de diviser des départements, des responsabilités, des tâches? Donc, très souvent, à date, moi, dernièrement, j'ai été souvent confronté à la notion de ben, je pensais que comme je pouvais le faire, puis qu'après ça, c'était réglé. Je suis comme, non, c'est un élément qui est en continu
Tu dois l'améliorer régulièrement. Tu dois y réfléchir régulièrement. Parce que c'est pas quand que tu es rendu au moment où que le marché te dit, OK, genre, on, oui, on a un certain contrôle sur les opportunités, sauf que, exemple, le COVID arrive, ben si tu n'as pas déjà réfléchi à comment est-ce que ta business doit être structurée, la journée que le vent vire, puis que là, ben, l'opportunité est là, il faut t'apprendre. Faut pas que tu commences à réfléchir quand l'opportunité se présente. Quand ça cogne à la porte, il faut que tu sois capable d'ouvrir tout de suite. Fait que de voir, bon, mais présentement, c'est quoi l'état de la situation, puis mettons que je me rends à mon objectif, est-ce que justement j'ai besoin d'ajouter des segments? Est-ce que j'ai besoin de consolider des rôles? Est-ce que j'ai besoin de de maintenant intégrer une structure de direction, chose que je n'avais pas avant? Donc, il y a vraiment beaucoup de profondeur, mais tout ça, souvent, le problème part de on vit trop dans le présent ou on le crée au fur et à mesure. Mais il y a deux problèmes, justement, de vivre trop dans le présent. Puis c'est touché parce qu'il y a un in-between, à mon avis. Parce que quand tu vis trop dans le présent, justement, il y a un manque de proactivité, tu réagis à ce qui arrive, c'est jamais une situation gagnante. Ceci dit, une erreur que je vois aussi beaucoup, c'est la surstructuration, je te dirais, anticipée ou la préventive. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs commencer avec des compagnies qui ne faisaient quasiment pas de vente, mais qui étaient persuadés que ça allait exploser leur business et qui ont surstructuré leurs affaires. Donc, ils ont engagé une bunch de personnes, ils ont investi dans tel ou tel, dans des CRM, dans des choses comme ça, qui n'ont pas, comment je pourrais dire ça, qui n'avaient pas raison d'être nécessairement non plus à ce point-ci de la business. Et se sont rendus compte que la surstructuration de leurs opérations, de leurs choses, alors qu'ils n'avaient pas je te dirais, c'est basé sur des ambitions et non pas sur une réalité. Produit l'effet contraire où tu vas souvent dépenser trop d'argent et là, ça enlève la rentabilité de beaucoup de choses que tu veux faire et ça overcomplique aussi certaines choses. Donc, il y a, je pense, un in-between, un entre-deux à avoir entre, oui, il faut éliminer la réactivité dans l'entreprise. Ceci dit, ne pas surstructurer, se surstructurer, je te dirais, opérationnellement pour que ça devienne trop complexe, dans le fond, à runner. Il faut adopter quelque chose qui est assez flexible et sur lequel vous pouvez grandir, tu sais. Puis, quand tu regardes dans le cheminement entrepreneurial, on pourra peut-être en parler en plus en détail dans un prochain épisode, là, mais quand je fais du public speaking, j'en parle souvent de le entrepreneurial journey, la façon dont l'entrepreneur évolue au fil du temps. Puis, c'est comme qu'on parle de ça aujourd'hui parce que j'ai une couple de training par rapport à la méthodologie EFIC dans les dernières semaines. Et puis, les entrepreneurs à qui on parle ces temps-ci, c'est très beaucoup ce que je dirais dans le premier pain point. Donc, c'est le premier pain point qui vient à partir du moment où tu montes ton entreprise, tu as monté ton entreprise, tu as créé tes produits, tes services, il commence à avoir un certain momentum dans ton entreprise. Mais là, tu te rends compte que tu viens justement d'opérer un peu trop réactivement, tu es trop dans le moment présent, et là, il y a une urgence de se structurer en tant que personne, parce que souvent, tu n'as pas t'as pas beaucoup le staff ou les ressources financières nécessairement pour avoir une grosse entreprise. Donc, la structure vient beaucoup plus, je te dirais, personnelle à ce moment-là. Et l'importance de développer l'aspect du self-leadership dont on parle souvent à ce point-ci de l'entreprise. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, généralement, on voit pour un bon bout que l'entreprise commence encore à gagner du momentum et puis que ça va relativement bien jusqu'à temps qu'on arrive au deuxième pain point qui est je te dirais, ce qu'on appelle le pre-scale. J'appelle ça le pre-scale qui arrive souvent, tu sais, quand tu passes le million de revenus ou, tu sais, dans cette zone-là qui est, comment je pourrais dire ça, où tu as besoin d'engager des gens, où tu as besoin d'une structure, si tu veux, qui est beaucoup plus élaboré, etc. Et puis opérationnellement, c'est ça, il faut que tu fasses certains changements. Puis beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas équipés à la base pour faire ça. Pour ça, moi, j'insiste beaucoup au self-leadership, beaucoup à la structure personnelle. Tu sais, la méthodologie EFIC donne ça. Mais ensuite, c'est d'aller chercher quelque chose qui est peut-être complémentaire ou sur lequel vous pouvez commencer à builder up. T'sais. Et par exemple, moi, je recommande beaucoup iOS au niveau opérationnellement, si tu veux, comme système. Je sais pas, toi, est-ce que toi, c'est un petit peu plus, je pense que c'est un système un peu plus maison que tu as fait avec 3 ou 4 choses qui sont plus patchées, je pense. C'est ça, oui, en effet, puis tu touches un bon point aussi, puis je vais reprendre ton terme d'appropriation, là. Connaître ses options, c'est quand même important, là. Oui, moi, ça fait assez longtemps que je suis dans le game pour être capable de créer mes affaires maison.
Oui. Par contre, à l'inverse, puis souvent, mettons, j'imagine, moi, j'anticipe que c'est ça qui amène à ton monde qui est surstructure. Il y a une différence entre s'inspirer puis copier. Tu sais, de dire, OK, bon, mais ce business-là, c'est ça que je vise à aller, tu sais, comme atteindre comme succès. Je vais répliquer leur structure sans nécessairement considérer est-ce que je suis vraiment rendu là. Puis c'est ce qui va amener justement à des embauches non justifiées, puis une surstructuration, parce que tu dis, OK, ça, c'est même que ma business doit rouler, mais que je sois rendu là, je vais commencer déjà en partie comme ça. Une grosse erreur. Tu n'as pas la capacité, tu n'as pas les ressources ni rien. Fait que, tu sais, de regarder c'est quoi les frameworks, commencer à regarder quelles sont les options et de s'adapter. Et de là, peut-être qu'il y a des options, comme, admettons, iOS, qui en ont plusieurs, que ça va correspondre 100% avec tes besoins, tant mieux. La réalité, c'est que c'est fort probablement pas le cas. Donc, tu dois être capable de dire, bon, mais ça, c'est intéressant comme concept. Est-ce que c'est 100% parfait? Est-ce que je suis même capable de l'améliorer? Tu sais, mettons, puis dans le business, tu as la structure, par ça, tu as d'autres frameworks à plus haut niveau, mais un que on fait, de notre côté, du côté d'IDAC, pour le côté création, développement, mettons au niveau du produit, on est en train de faire un gros switch vers la philosophie qui ressemble plus, qui s'inspire énormément de ShapeUp, qui est une espèce de philosophie, framework qui a été développé par Basecamp. Par contre, notre réalité... OK, je ne connais pas en tout. Parle-moi un petit peu, ouais. OK, très cool. ShapeUp, dans le fond, là, c'est comme le dev, anciennement, encore beaucoup, c'est la notion de, mettons, on va développer un produit avec un roadmap. Q1, qu'est-ce qu'on vise à accomplir? Q2, Q3, Q4. Puis d'habitude, c'est des spans d'à peu près 1 an. Le problème avec ça, c'est que ça te permet pas d'être assez agile et aussi, ça... Je veux dire, l'unité de mesure n'est pas nécessairement la bonne. Présentement, en roadmap, puis on a travaillé pendant quelques années comme ça, c'est de dire, bon, mais OK, je suis capable d'avoir mes idées de qu'est-ce que je veux accomplir cette année. Si je prends du retard Q1, ben, tout le travail en amont que j'ai fait pour prévoir Q4, je l'ai fait dans le vide parce qu'il vient déjà de débarquer. Donc, c'est de s'assurer qu'on va avoir des points, des touch-ups plus réguliers, puis ne plus travailler avec la notion de OK, Q1, je veux faire quoi? Ça prendra le temps que ça prendra, ça coûtera ce que ça coûtera. C'est la philosophie inverse. On change l'unité de mesure. Donc, ShapeUp, c'est de dire, tu sais, ça s'applique beaucoup à des entreprises de services aussi, je trouve. Il faut l'adapter un petit peu, mais de dire, bon, pour ma business, puis là, mettons, moi, par trimestre, je vais me donner un objectif d'affaires. Donc, de là, dire, mettons, qualité de vie des clients, parfait. Je vais sortir un petit peu comme la méthode, si on veut, Scrum Master, dans mon Icebox, j'ai ma voûte d'idées, quels sont les projets qui s'attachent à cet objectif d'affaires-là. Donc, l'objectif d'affaires va être changé à tous les mois. Un projet peut être réévalué à tous les mois, mais selon des nouveaux critères. Donc, des fois, on va être capable de le prioriser, des fois, non. Si tu gardes toujours le développement de ta business avec le même angle, les mêmes paramètres, tu ne seras jamais capable nécessairement de justifier certains projets qui restent importants. Puis des fois, ben, ça devient frustrant parce que tu fais comme Chris, cet élément-là, ça fait 2 ans qu'il est sur ma liste. Puis c'est toujours le premier numéro 2 que je suis jamais capable de prendre action. Mais c'est sûr que si tu changes jamais tes paramètres, il va rester numéro 2. À l'inverse, tu fais un front commun de dire, bon, mais mon objectif, je veux augmenter la rétention, je veux augmenter la facture moyenne. Donc, des objectifs qui sont un petit peu moins financiers, un petit peu plus stratégiques, ben là, tu es capable de réévaluer. Puis de là, ben, c'est de dire, basé sur cet objectif d'affaires-là, j'ai, mettons, ce qu'on appelle des options, des bets. Donc, j'ai 10 projets potentiels. Quel projet est-ce que je dis, ça vaut 6 semaines de travail? Et de là, je fais l'exercice inverse. C'est pas de dire, je veux faire ça prendra le temps que ça prendra. C'est de dire, j'ai la capacité de faire une affaire qui me prend 6 semaines, une affaire qui me prend 4 semaines, une affaire qui me prend 2 semaines, dépendamment du nombre de ressources que vous avez. Puis de là, c'est de regarder en 6 semaines, puis 6 semaines, il faut que tu shippes. Ça peut pas dépasser ça. C'est à toi de scoper ton projet de façon assez intelligente et d'être plus créatif. Donc, scoper, ça veut dire établir les paramètres d'un projet. Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça n'inclut pas? Donc, tout de suite, tu couvres tes angles morts dans ta réflexion en amont pour t'assurer que tu t'es engagé à ne pas ouvrir cette boîte de tant qu'à y être. Got it. So, donc là, la gestion est beaucoup de faite par rapport au projet en tant que tel et non pas avec une métrique, je dirais, de temps nécessairement ou de on va faire ça tel quarter ou ce trimestre ici. Ben, c'est ça. Ça t'amène à travailler plus régulièrement, comme je te dis, dans le fond, des périodes de soit 6 semaines ou moi, je travaille par trimestre, donc 2 planifs de 6 semaines basés sur un objectif. Puis j'essaie de clencher le plus grand nombre de projets qui appuient cet objectif-là. Fait que ce qui fait que à mon marketing et dans mes discussions que j'ai off-record, parce qu'on s'en rend pas compte, mais avec un roadmap,
ben fort probablement que je vais glisser que il y a ça qui s'en vient en Q3, Q4. Si ça prend le bord, ben je viens de décevoir quelqu'un parce que ça n'arrivera pas. Ou demain matin, il y a une situation qui arrive puis c'est plus la priorité, tu es obligé de la laisser passer parce que tu t'es commis trop vite avec des clients. Ouais. En tant que business, je trouve que c'est perdant-perdant. L'approche qui est plus Basecamp, c'est de dire, bon, mais justement, à tous les 3 mois, si tu as besoin de faire un pivot ou une réorientation, ben, tu es capable. Puis pour l'instant, tout ce que tu fais, c'est, toi, tu vois, théoriquement, tu vis dans le futur, mais comme deux trimestres à l'avance. Tu as ton trimestre en exécution puis celui en planification. Fait que présentement, moi, Q1, je sais qu'est-ce qui avait été choisi comme bet, comme option, qui de là, bon, mais le choix des bêtes est fait dans ma structure par moi et Léo. L'évaluation technique est faite par notre PO qui est à un niveau de direction dans ma structure d'organisation. Et ensuite, ça découle en bas. Ça fait aussi que c'est beaucoup plus facile. Puis ça, c'est un autre enjeu. Si vous n'avez pas de structure, c'est très difficile d'avoir un bon message et de bien communiquer pas mal tout sur votre business. Donc, de là, c'est difficile d'avoir une bonne traction, une bonne appartenance avec vos employés, avec vos ressources, avec même vos sous-traitants. L'importance de la clarté de qu'est-ce qu'on vise à faire court terme, moyen terme, long terme, découle quand même beaucoup de la structure aussi. Parce que ta structure est là pour supporter la vision. Je regarde un petit peu Shape Up là, en ce moment. Là. Je suis en train de faire une petite recherche pendant que tu parles, puis j'aime beaucoup ça. Tu vois, c'est le genre de choses que tu peux implémenter assez facilement, comme que tu peux. Je pense que ton cerveau d'entrepreneur est prêt pour implémenter ça quand tu as fait le travail en amont de te structurer déjà personnellement. Tu sais. Puis que ce soit que tu utilises Shape Up, que tu utilises iOS ou différentes stratégies. Nous autres, iOS était le backbone, je te dirais, et toujours pas mal, moins maintenant, parce qu'on a, je veux dire, avec Epic, on parle pas je te dirais, un même nombre d'employés qu'on avait avec Bioptimizers, par exemple. Mais avec Bioptimizers, c'était vraiment, iOS était parfait parce que pour 10 employés plus, c'était vraiment une bonne méthodologie. Mais on a amené aussi un peu, tu sais, du scrumming aussi dans la gestion de projet, etc., qui fonctionne assez bien à tout niveau. Mais tu sais, c'est des concepts de business, des structures, je te dirais, de business qui ne sont pas difficiles à faire, qui ne coûtent pas d'argent réellement à implémenter et qui peuvent vous suivre pendant longtemps dans la business et qui peuvent vous, comment je ferais ça, amener à cette structure-là dans votre croissance. Donc, que vous soyez un solopreneur ou que vous avez un employé ou deux, et puis que vous avez une forte demande, puis d'un coup, vous arrivez à 10, 12, 15 employés, tous ces concepts-là, dans le fond, que ce soit dans la gestion de projet, que ce soit dans la gestion des process, ça va vous suivre. T'sais. C'est certain qu'il va falloir, il y aura un volume qui sera différent, mais tous ces types de concepts-là l'amènent. Avec Epic, par exemple, quand on parle de l'annual guideline, quand on parle de faire des buckets au niveau des trimestriels, c'est pas compliqué, mais c'est complexe pour quelqu'un qui commence son entrepreneuriat et qui est, je te dirais, dans son premier pain point, parce que justement, de se structurer, ça prend cette habitude-là. Mais une fois qu'il l'a intégré, lui, cette personne-là, là, elle est capable de grossir puis d'amener d'autres types de méthodologies, de façons de faire dans sa business pour accommoder cette growth-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais tu vois que tout se ramène toujours pas mal au même type de structure. Une vision à long terme, des objectifs clairs, je te dirais, à court, moyen terme, des projets spécifiques à court terme, et puis une méthodologie qui inclut de la communication, qui inclut une framework de progression, assez clair. Puis, there you go. Ensuite, c'est d'amener des choses qui fit votre entreprise à vous autres. Moi, je suis un big fan d'avoir une base, comme peu importe ce que vous décidez comme méthode opérationnelle, mais ensuite d'aller chercher des choses qui sont plus propres à votre business. Et ce qui est le fun à cette heure, c'est que pas mal tout s'intègre l'un dans l'autre. J'ai l'impression que le travail, surtout le fait que le télétravail, il y a une recrudescence du télétravail, une augmentation du télétravail dans la dernière année ou dans les derniers 2 ans, on va dire, que les systèmes sont devenus de plus en plus, je te dirais, intégrés, et puis que tu as beaucoup plus d'options. Tu vois, par exemple, je regarde ClickUp. Ce qui est le fun avec ClickUp, par exemple, c'est que tu peux utiliser différents types de views, de vues sur le système. Donc, c'est un système de management de projet, mais tu peux avoir une board view, comme moi, j'adore une board view. Exemple, moi, j'adore la board view, Cédric adore les listes. Mais on peut faire exactement la même chose, mais on peut juste changer la view. Donc, moi, pour la même
pour la même structure organisationnelle. Moi, je le vois en board. Cédric va le voir en liste, mais on fait exactement la même chose. On bouge nos cartes dans la même direction, dans un sens. Et j'adore ça, tu sais, le fait qu'il y a cette flexibilité-là qui est disponible maintenant. Puis ça, c'est fun que ClickUp le permette parce que c'est souvent un enjeu. Tu sais, la façon que ta structure de business va évoluer dans le temps est très basée à la base sur comment est-ce que, mettons, une personne qui est toute seule en agence ou qui est toute seule dans sa business, la réalité, c'est que ta structure, tu en as besoin d'une pareille. Tu vas juste avoir tous les chapeaux à gérer par ta propre personne. Plus que tu embarques des gens, plus que tu vas créer ta structure selon les chapeaux que tu veux déléguer. Ouais. Puis un moment donné, tu pognes un niveau rendu à... Là, c'est sûr, ça dépend. C'est comme moi, dans mon cas, ça a été à peu près à 7, 8 employés où ce que on a passé de... Je développe ma structure selon ce que je veux déléguer comme tâche. Donc, plus réactif un peu à un pivot de, OK, maintenant que j'ai juste un chapeau, comment est-ce que je développe ma structure pour que la structure fasse croître la business? Oui. Donc, c'est un 180 complet. Puis c'est le fun. Sauf qu'à ce pivot-là, il faut faire attention parce que ta structure, lorsque tu fais ce changement-là, de dire comment est-ce que maintenant ma structure est le moteur de croissance de ma business, faut que ça colle avec le style de personnalité, le style comportemental de tes employés. Tu as beau arriver avec une structure puis une méthode opérationnelle qui est hyper rigide, découpée au couteau, si tes gens, eux, c'est plus des créatifs qui ont besoin de liberté dans la façon qu'ils font les choses, ben tu vas avoir de la friction. Puis là, mettons, shout-out à Anne-Sophie Anne-Sophie Michel avec la notion de gestion de changement humain. Mais c'est un petit peu ça. Faut que tes opérations s'arriment avec la capacité puis l'intérêt de tes ressources humaines aussi. Donc, de là, Exactement. tu sais, une bonne façon de le faire, si vous êtes à, je sais pas moi, entre 5 et 20 employés, moi, c'est un exercice que je fais en 2 temps. C'est-à-dire, présentement, si on oublie tous tes employés, juste au niveau de opérationnellement, on va mapper ta business selon ses besoins. Donc, c'est très important de comprendre. Ta structure ne devrait pas être comment, en tant qu'entrepreneur, je veux que ma business se gère. Il faut que ta structure soit basée sur les intérêts de ta business. Les intérêts de l'entrepreneur et de la business, c'est deux choses complètement indépendantes. Mais de là, de dire, pour les intérêts et les ambitions de l'entreprise, quelle est la structure opérationnelle en dessous? Parfait. Ça, tu fais cet exercice-là, nice. Ensuite, tu fais l'exercice complètement inverse. Si j'oublie pas mal la structure que je viens de réfléchir et que je mise juste sur mes ressources actuelles, comment est-ce que je peux créer une structure qui maximise les intérêts, les forces naturelles de chacune des personnes? Puis là, tu vois s'il y a un match naturel ou s'il y a vraiment un gros écart entre, OK, cette personne-là, théoriquement, je viens d'établir que je devrais l'avoir dans une chaise qui ressemble à ça, dans un type d'environnement, dans des rôles et tâches qui ressemblent à ça. Quand j'essaie de faire mon mapping puis de mettre les deux structures une par-dessus l'autre, ben finalement, elle n'est pas dans la bonne chaise pantoute, ou elle est dans la bonne chaise, mais elle a des rôles et responsabilités qui sont de trop, que je devrais beaucoup plus transférer à une autre personne parce que ça cadre mieux avec elle. Et c'est de trouver ce sweet spot-là. Puis c'est quand même difficile, là. Sauf qu'au moins, tu t'assures que justement, t'as pas. En tout cas, là, c'est ma philosophie d'entrepreneur. Oui, il faut que tu protèges ta business, mais au final, ta business, passé un certain point, ta business, c'est tes employés. Fait que si la façon que tu veux gérer ta business ne cadre pas avec les personnes qui en font le succès, ça ne marchera pas. Donc, de trouver un sweet spot, puis c'est des choses que tu vas avoir à discuter en one-on-one avec ton monde. Là, de comme, hey, je sais que, gars, présentement, je t'ai engagé dans le poste XY. Es-tu heureux dans ce poste-là, vraiment? Avoir la discussion ouverte. Ouais. Puis après ça, de regarder, bon, mais gars, théoriquement, tes employés, s'ils sont là, ils veulent le bien de la business. Ils sont prêts à faire des compromis. Ils sont prêts à faire des expériences puis prendre des risques avec toi. Puis de lui dire de façon très claire, gars, je t'ai engagé dans le rôle ABC. Il y a ça que tu fais très bien. Il y a ça que je vois que tu n'as pas le temps ou tu sous-performes mais en même temps, je vois que j'ai une autre personne que ça cadrerait avec elle. Es-tu à l'aise à ce qu'on brasse les cartes un peu pour s'assurer que justement, ce que tu fasses, c'est de plus en plus ce que tu aimes? Puis ça se peut que ça te demande, il y en a qui sont très attachés à leur titre dans l'entreprise puis tout. Fait que souvent, le bout, je vais dire, ego est le plus gros enjeu. Parce que les gens, au final, si tu lui dis, gars,
si on oublie ton titre, là, tu vas faire plus de ce que tu aimes, ils poseront pas de questions. Si tu lui dis, mais là, t'es plus responsable de X, Y, Z ou t'es plus directeur, t'es coordonnateur, ah ben là, t'as pas eu, là. Faut pas que ça soit positionné comme une démotion, une promotion. Mais ça, c'est le genre de C'est ce qu'il faut discussion qui devient voir. très intéressante avec ton monde. Moi, ce que j'aime faire beaucoup, surtout dans l'org chart, c'est que on a tous un rôle à jouer dans notre org chart sans nécessairement avoir un titre accroché. Je sais qu'il y a du monde, c'est parce que c'est un titre, c'est facile à expliquer dans le fond ce que tu fais avec un titre. Ok, tu fais ça, mais il faut jamais attacher le titre à sa valeur intrinsèque dans l'organigramme. Moi, j'ai toujours, regarde, on fait partie d'une team et moi, je vais jamais parler de telle personne. Ah, c'est mon ceci, cela. Des fois, même le titre peut changer dépendamment à qui on parle. Tu sais, je veux dire. Mm-hmm. Fait qu'on n'a pas nécessairement de chapeau pas de chapeau, mais de titre qui pourrait faire que l'ego donne un frein, si tu veux, à l'évolution ou au changement de, tu sais, pas de rôle, mais de rôle, si tu veux. Tu sais, quand tu regardes au hockey, par exemple, puis t'as un gars qui est sur, tu sais, le rôle du deuxième trio et le rôle du troisième trio est peut-être différent. Mais ceci dit, pourquoi est-ce que tu appelles ça un premier trio puis un quatrième trio? Appelle ça, t'as juste 4 trios, t'as le trio, tu sais, un A, un B, un C, un D, ou whatever it is, mais chacun a son rôle spécifique dans son unité. Ce n'est pas que le premier trio, généralement, oui, le premier trio est meilleur que le quatrième, mais ça dépend dans quelles circonstances et contextes tu le mets. Tu sais, c'est là d'aller chercher ces personnes-là et d'arriver, si tu veux, avec d'augmenter, si tu veux, l'identité, d'améliorer l'identité de ton entreprise, l'identité de la personne dans la structure en général, que l'identité soit faite par rapport à la valeur proposée et non pas par le titre qui est attaché au veston ou qui est devant le bureau de la personne. Là, tu sais. Oui, puis il y a toujours moyen de relativiser aussi. Là, là, je vais faire attention parce que nous, on vient de faire le switch. Il faut encore en date de l'enregistrement, il faut encore le communiquer au reste de tous les employés. J'ai espoir que quand ça va être live, cet épisode-là, ça va être réglé. Mais juste par respect, je nommerai pas les gros changements. Mais la façon que je vais expliquer les affaires, c'est que oui, il y a des changements pour tout le monde, puis que ça peut être vu de différentes façons, mais en même temps, je suis capable de très facilement justifier pourquoi que je prends un employé de plancher, puis je le change, puis que oui, en effet, ça enlève peut-être son titre de responsable ou whatever, mais en haut, même les postes plus importants, admettons qu'il y a un nouveau président, ben cette personne-là, en réalité, il devient juste la première pute du CA. Donc, parce que tu es plus haut dans l'organisation, que tu es forcément plus important. Fait que, c'est bon ça, parce que quand regarde un petit peu qu'est-ce qui sonne mieux, t'es président ou t'es pute du CA? ben, c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça qu'en tout cas, j'ai la place de même, puis j'ai l'impression que ça va bien passer. Donc, bonjour s'il y a des employés ou des partenaires ou peu importe qui écoutent, là. Mais c'est ça, moi, ça va être ma stratégie pour l'instant pour s'assurer que comprend que peu importe t'es où, même si oui, en effet, la structure va avoir l'air d'une pyramide parce que t'as plus du monde en bas. T'as plus de monde en bas dans l'exécution qu'en haut, mais ça fait pas que t'es au-dessus des autres pareil. Ça, ultimement, on reste dans une approche qui est très collaborative, qui est très à l'horizontale, mais la structure, c'est pas une structure hiérarchique, c'est une structure accountability, qui est maintenant imputable. Oui. Tout simplement. J'aime beaucoup, tu vois, quand par exemple, quand on a commencé à implémenter iOS à BiOptimizer, ce que c'était intéressant, c'était, ils appellent ça le accountability chart. Ils appellent pas ça nécessairement un org chart ou peu importe. C'est très qui own quoi. Mm-hmm. C'est quoi ta responsabilité à toi dans l'entreprise, puis comment est-ce que quel rôle tu joues là-dedans. Puis ça, j'aimais beaucoup ça, le fait que, OK, c'est très clair maintenant comme le sens de ownership. Mais ce qui se passe avec ça, l'important je te dirais, ce qui va cimenter le tout, c'est la clarté de l'adhésion, la clarté de la vision et l'adhésion à celle-ci. Mm-hmm. Tu sais, on fait quoi nous autres? Mais tu le vois beaucoup, j'utilise beaucoup le hockey comme une énergie, mais parce que c'est un milieu que je connais, mais c'est un peu la même chose. Tu sais, maintenant, beaucoup les coachs qui font au hockey, ils vont bâtir une identité à l'entreprise, à l'équipe. Donc, l'équipe a une telle identité à laquelle les joueurs adhèrent. Voici qui en est, nous, l'équipe. Là, voici ce qu'on fait. T'sais. Et dans le fond, c'est dans la transmission dans une entreprise, ça peut être les valeurs qu'on a, nous autres. Voici pourquoi, qui on est et comment on travaille et pourquoi on fait ce qu'on fait. T'sais. Donc, il y a des valeurs,
je dirais des valeurs, un modus operandi dans le fond, un code de conduite, un code d'excellence, peu importe comment tu veux l'appeler, auquel tout le monde adhère. Puis à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de communiquer une vision d'équipe. OK, on s'en va là. Voici où est-ce qu'on s'en va. Maintenant, guys, let's figure it out. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on amène là? Et là, c'est là que tout le monde va embrasser son rôle et va pouvoir amener sa pierre à l'édifice. Versus que s'il se voit seulement comme un exécutant, ben c'est là que tu perds vraiment, je te dirais, l'opportunité de bâtir quelque chose de plus solide. Oui, puis tu sais, il y a différentes stratégies justement pour nourrir cette notion d'accountability, d'imputation, de responsabilité, mais la personne en haut, à mon sens, c'est le gardien de la vision, c'est le gardien de la destination. Mais si tu mets ça clair, que même les personnes en bas sont pas juste des exécutants, tu leur as donné un carré de sable, tu leur as donné une patinoire, puis ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais de leur attribuer aussi une métrique à eux. De voir que leurs responsabilités sont les mêmes que la personne en haut, mais juste à des échelles et sur des facteurs différents. La personne en haut, ben, sa job, c'est de s'assurer que la business est en croissance. Donc, de là, des KPI qui vont être plus au niveau de la croissance financière de la business, mais aussi au niveau de la productivité. Alors qu'en bas, ben, si tu dis, gars, toi, tu es au niveau service à la clientèle, parfait. Théoriquement, tes KPI que toi, tu dois être, que tu es accountable for, c'est quoi ton délai moyen pour répondre à quelqu'un? C'est quoi le nombre de requêtes? C'est quoi le taux de satisfaction? Donc, de ne pas juste dire t'exécutes. T'exécutes, oui, mais au final, ton rôle, c'est pas d'exécuter. C'est d'améliorer ça. Ultimement, si t'es capable de les améliorer en faisant moins de choses puis en exécutant encore moins, Chris, c'est encore mieux. Ben oui. Fait que de donner une métrique, 2, 3 métriques par rôle, moi, je trouve ça intéressant parce que tu viens plus de dire « je veux que tu exécutes ces tâches ». Non, c'est « je veux que tu améliores ces chiffres ». De là, figure it out. À toi de voir comment. Puis de là, ben, la personne a fait des tests. C'est elle qui va développer, selon elle, la meilleure approche. Qu'à ce moment-là, tu documentes. Donc, ça devient son process. Toi, il faut que tu le valides pour l'endosser. Parce que tu ne veux pas être une business où n'importe qui peut improviser et décider de n'importe quel process. Ça se doit d'être validé. Mais au final, si on y va par logique et effet de boule de neige, si ces chiffres-là s'améliorent, ça veut dire que à l'étage d'en haut, donc le cadre, le gestionnaire, le directeur, peu importe, ben lui, quand il fait ses métriques à lui, donc rétention de clients, closing, ben si les chiffres d'en bas s'améliorent, théoriquement, ça fait que les chiffres d'en haut s'améliorent. Puis ça ripple up plutôt que ripple down. Mais j'adore ce que tu dis, puis on travaille, nous, beaucoup comme ça. Moi, j'adore travailler avec des sous-contractants justement pour le fait que il y a toujours un souci d'amélioration du service, si tu veux, offert. Et moi, j'ai toujours, regarde, même si c'est quelque chose de nouveau, puis on arrive avec un sous-contractant qui est techniquement un exécutant, on va dire, OK, on se base sur tel process, sur tel résultat. Voici comme combien est-ce que on paye pour tel je dirais, process en tant que tel, mais moi, je m'en fous combien d'heures tu mets dessus. Ce qui m'importe à moi, c'est le résultat et aussi le fait que tu puisses améliorer ce processus-là. Et moi, un signe de succès, c'est que tu as réussi à bâtir un process qui est tellement bon que tu as besoin de passer moins de temps là-dessus. Moi, là, c'est pas le fait que je care pas que tu exécutes tant d'heures. Ce que je veux, c'est que tu sois capable de raffiner ce processus-là. Et là, il y a une, comment je pourrais dire, une dynamique gagnant-gagnant qui rentre en ligne de compte là-dedans où la personne, ben, elle reclaim du temps parce que elle a amélioré son process. Toi, tu as des meilleurs résultats. T'sais? Donc, il y a vraiment cette optique-là de faire gagner tout le monde. T'sais? Et j'aime ça beaucoup, moi. On parle beaucoup d'entrepreneurship, mais je donne énormément de liberté aux personnes avec qui on travaille. Je suis comme, garde, on ne veut pas micromanager ce que tu fais là. C'est toi, c'est ta responsabilité. You hold the ball, tu sais, c'est à toi. Mais ensuite, c'est à toi aussi d'améliorer ton process puis de faire ce que tu as à faire. Et ça marche, le monde adore ça parce que justement, ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils ont ce côté liberté entrepreneuriale-là, si tu veux, dans une structure existante. Puis ça, généralement, comme moi, ce que je vois, c'est que on peut amener des players qui seraient à la base qui se considèrent peut-être même des C-players, à les amener vraiment à se développer puis devenir des bons joueurs, même des A-type players. Mm-hmm.
Puis, au final, on en revient à ta structure, c'est des process qui interagissent dans un framework. Donc, le framework, c'est au niveau de la cellule dans ton organisation. Donc, de dire le département développement, le département support à la clientèle. Le process, c'est ce que la personne exécute d'elle-même. Donc, process, framework. Ensuite, tu tombes dans la structure organisationnelle. Puis après ça, tu es vraiment rendu dans le plus haut niveau de vision, clarté. Donc, au final, une business et une structure d'organisation, c'est pas tant complexe. Puis très souvent, le problème aussi, c'est que je vais voir que les gens se font bombarder, ils écoutent plein d'affaires, puis j'ai besoin de process. OK, mais ton process, il nourrit quel framework? Qui supporte quoi d'autre? De commencer à faire des process juste pour faire des process, ça vaut rien. Ben non. Pas s'ils sont cohérents. Tu fais peut-être juste documenter de la merde. Donc, tu sais, tu commences par en haut, puis après ça, ton process, théoriquement, c'est une bonne compréhension de j'ai-tu la bonne structure? Ouais. Si tu as une bonne structure, ultimement, c'est mieux d'avoir aucun process, une bonne structure que crissement des process, mais pas de structure. C'est une erreur que j'ai faite aussi dans le passé, c'est justement la surdocumentation. Fait que tu sais, quand je parlais tout à l'heure de la surstructure, dans le fond, la surstructuration, la surdocumentation, c'est un petit peu la même chose. Moi, j'étais quelqu'un qui est très process-oriented. J'adore comme faire les choses une fois, le processer, puis ensuite, tu sais, déléguer, outsourcer le maximum que je peux. Mais j'ai remarqué que je passais beaucoup trop de temps à essayer de documenter des process que, à mon avis, qui avaient vraiment beaucoup de place à amélioration, tu sais. Fait que je le faisais pour moi, mais dans le fond, ça aurait été bien mieux de mettre quelqu'un qui était de le fine-tuner, de passer du temps ou que moi ou une personne passe du temps vraiment à raffiner ce process-là et de garder ça assez simple dans le fond. Parce que même s'il y a une structure de base, après, je voyais que la majeure partie des personnes qu'on engageait pour ces process-là faisaient une bien meilleure job encore, tu sais, avec leur propre système, leur propre process, puis l'améliorer encore plus. Puis, dans le fond, j'aurais pu sauver énormément de temps puis d'énergie en ayant en structurant juste assez, mais avec de la place à amélioration. Et puis, ça fait qu'on ramène ça beaucoup, beaucoup plus simple, nous autres, autour de nos process en ce moment, où on enlève beaucoup de documentation, dans un sens, où on rend de la documentation, on n'utilise plus certaines documentations. On se base beaucoup sur des process beaucoup plus simples. Puis j'aime ça. Ben oui, parce que tu sais, même si tu fais tous les process de ta business et tu n'as pas de structure en haut, tu n'as pas de capacité d'implantation. Tu as juste un esti gros workbook que tout le monde fouille dedans, puis c'est pas clair qui doit vraiment gérer ce process-là. Yep. Donc, tu sais, c'est bien beau de faire une structure organisationnelle, c'est bien beau de faire des frameworks et des process, mais si t'es pas capable de prendre action par après, ben, Chris, perds pas ton temps, là, genre, on va arrêter de faire des coups d'épée dans l'eau, là. Donc, moi, je trouve que ça demande plus de brain power par le président, par les actionnaires, de faire la structure, mais un coup que ça, c'est bien fait, c'est plus facile de communiquer une structure que chacun des 22 process que chaque employé doit faire. Donc, tu sais, de là, va regarder qu'est-ce qui est plus facile à implanter. Des fois, oui, ça va, gars, j'ai pas le temps de t'expliquer, voici une procédure, j'ai besoin que tu l'implantes, parfait, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est réactif. Ça, c'est du edge case, c'est de l'exception. Normalement, tu vas vouloir commencer, bon, mais voici, nous, la structure, la business, voici comment ça fonctionne, qui est responsable de quoi, si tu es confronté à telle situation, la structure doit rendre ça facile à comprendre à qui il faut que tu parles. Puis à partir de là, lorsque ça c'est clair, là, tu descends d'un étage. Là, tu vas faire tes frameworks. Puis de dire, bon, mais nous, quand on fait un tel type de projet, voici les réflexions et les grandes étapes qu'on doit avoir. On t'explique, c'est juste le qu'est-ce qui doit être fait, pas le comment. Puis après ça, tu ripple down finalement avec vraiment les process. Là. Fait que tu sais, rater sa structure, là, si on recap, c'est assez simple. Puis théoriquement, après 44 minutes de ce style d'épisode-là, là, vous devriez faire c'est juste du gros bon sens. Parce que oui, c'est juste du gros bon sens. Avant de réfléchir à, peu importe, essaie de réfléchir à ma business s'en va où? Pour que ta structure, tu la développes, oui, pour le présent, mais adaptée pour ce qui s'en vient si tu pognes tes résultats. Ensuite, basé sur ce que tu penses que tu as besoin de faire, es-tu en train de copier un modèle d'ailleurs ou est-ce que tu es en train de vraiment t'inspirer puis de faire quelque chose qui est adapté à ta situation? Est-ce que, basé sur la proposition que tu veux faire à ton monde, est-ce que c'est adapté à leurs compétences et les ressources que tu as de disponibles? Êtes-vous en train de faire trop de choses en même temps?
tu peux pas mesurer du succès si tu as 15 morceaux qui bougent en même temps. Parce que tu n'es pas capable de faire la relation cause à effet. Exact. Un changement, je le teste. Ça a-tu marché? Oui. Done. Next. Ça n'a pas marché? Back to square one. Je refais un autre test avec la même intention, le même objectif jusqu'à temps que ça marche. Après ça, je vais enclencher un autre projet. De là, tu arrives normalement à un ébauche d'une structure qui fait du sens, qui devient facile à communiquer et implanter. C'est pas mal le blueprint pour faire votre structure, là. Exactement. Donc, si on avait un petit homework, des petits devoirs à faire pour les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs qui sentent en ce moment peut-être qu'ils ont manqué et raté leur structure ou qui sont peut-être au point d'implémenter plus de structures dans leur entreprise, qu'est-ce qu'on leur donnerait comme petit homework? Moi, j'ai un paquet de questions, du moins, là. Présentement, OK, voici comment faire un diagnostic de ta structure, elle fonctionne-tu? Est-ce que tu te sens toujours débordé? Parfait. Est-ce que tu atteins tes résultats de façon contrôlée et justifiable? Parfait. Ensuite, est-ce que s'il arrive une situation X, c'est facile à une personne qui vient d'entrer dans ta business de savoir à qui parler? Good. Connais-tu tes objectifs à venir? Juste ça, là, cette maudite question-là, là. Mm-hmm. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables d'y répondre parce que, non, je veux faire 200% l'année prochaine. Tout le monde veut croître sa business. Crissez-moi patience avec votre croissance, là, les objectifs financiers, là. C'est comme dire que le ciel est bleu. No shit. De là aussi, avez-vous trop de monde dans votre structure? Le maudit réflexe de embaucher à tout prix, là. Oui. Embaucher, c'est la dernière étape. Puis pour l'amour du Saint, bon Dieu, arrêtez d'associer le succès de l'entreprise au nombre d'employés. OK? En 2021, là, ce n'est plus la métrique. OK? Qu'on mette ça au clair. Ça n'a rien à voir. Donc, arrêtez d'associer nombre d'employés égale succès. OK? Sortez ça de votre tête, right now. Fin de la parenthèse. Fait que, de là, ta structure, normalement, va être capable de te faire l'état de la situation. Qu'est-ce que je peux optimiser? Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux outsourcer avec un sous-traitant? Si ces 3 options-là ne fonctionnent pas, là, t'embauches. Yes. Fait que peut-être que vous allez vous rendre compte que présentement, Chris, il y a du payroll qui coûte cher pour rien. Ou à l'inverse, que Chris, je suis débordé parce que je suis Séraphin puis je devrais clairement embaucher parce que ça va aller mieux puis ça va coûter moins cher au final. Mm-hmm. Il y a une différence entre être Séraphin et être efficient. T'sais, on a déjà parlé dans l'efficience financière, dans un des premiers épisodes, je pense qu'on a fait avec le podcast, allez le checker, mais il y a une grosse différence. Puis souvent, le fait d'être Séraphin ne vous apportera pas plus d'argent, bien au contraire. J'aime beaucoup ça. J'aimerais peut-être si vous avez une situation dans laquelle vous êtes avec votre structure et puis des choses peut-être que vous avez faites en ce moment ou que vous êtes en train d'implémenter. Encore une fois, on aime ça vous entendre. podcast@commercialinstigateur.com, instigateur au pluriel. By the way, appel au courrier de nos auditeurs. Si vous avez des questions, envoyez-les nous. On a commencé à faire les épisodes du courrier des instigateurs. Vous avez eu le premier épisode il y a 2 semaines, Matt? 2-3 semaines? 2 semaines? 2 semaines, je pense. 2 semaines, 3 semaines. En 3 tout cas. semaines, ouais. Mais on veut ramener ces épisodes-là qui sont vraiment, vraiment le fun. Donc, posez-nous vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Ça peut être aussi farfelu. J'ai aimé la question, Alexandra, là, qui c'était sur quel super-héros ou personnalité fictive aimeriez-vous avoir votre entreprise. Je trouvais ça tellement cool. Mais envoyez-nous ça, puis on va ramener le courrier des instigateurs régulièrement. Donc, podcast@commercialinstigateur.com. Matt, thanks, buddy. J'espère que ça a été utile. Si ça reste de la magie noire puis druidique, genre, écrivez-moi, moi, ça, c'est mon terrain de jeu du business design puis tout, mais honnêtement, si votre constat est que présentement, vous avez une business qui n'a pas de structure, ça devrait être votre priorité. Puis là, je challenge, parce que je sais, asti, qu'il y en a qui vont faire ce shortcut mental-là. Ah, mais je suis seul dans ma business, j'ai pas besoin de structure. You're dead wrong. Tu fais juste top tous les chapeaux, mais éventuellement, si tu veux rester tout seul, ta business a une structure et des besoins pareils. Puis de là, tu vas juste être capable de décider comment mieux déléguer et outsourcer pour rester tout seul dans la dite business. 100%. On these wise words, my friend, bonne semaine à tout le monde. Merci encore pour votre fidélité. Puis on se parle la semaine prochaine. Yep. Salut! Goodbye!
Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.